Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous CQFD, l'émission qui vous simplifie la vie patrimoniale. Alors pourquoi CQFD? Tiens, bonne question. Parce qu'il y en a assez comme ça de se sentir largué dès qu'un professionnel vous parle de démembrement ou d'inflation sous-jacente. Nous, dans cette émission, on va éviter de vous filer la migraine, bien au contraire. On va dire les choses simplement, avec ce souci permanent d'être clair et compréhensible. Et chaque mois, nos experts seront à votre service pour faire le plein de bonnes idées pour mieux gérer votre patrimoine et maximiser la rentabilité de vos placements. Allez, le sommaire à présent, au programme de CQFD aujourd'hui, on parlera du prélèvement à la source. Bien sûr, faut-il redouter un trou dans votre budget? Et si vous bénéficiez de crédits d'impôt, on va tout vous expliquer. On reviendra aussi sur la hausse des prix en France, l'inflation qui a connu un pic cet été. Alors, est-ce que ça peut nuire à vos placements? Comment réagir? Réponse tout à l'heure. Enfin, on parlera de la pierre papier qui continue de susciter l'engouement des épargnants cette année avec plus de 2 milliards d'euros de collecte en 6 mois. Mais d'abord, c'est parti pour le JT de CQFD. On démarre ce journal par les avis d'imposition qui sont en train d'arriver, qui sont arrivés déjà dans vos boîtes aux lettres. Bonjour Émilie. Bonjour David. Alors qu'est-ce qu'on fait si on se rend compte qu'il y a une erreur dans sa déclaration de revenus? Eh bien, il n'est pas trop tard pour se manifester auprès de l'administration fiscale. Alors si vous avez déclaré sur papier, eh bien, il suffit de télécharger sur le site impôts.gouv.fr un nouvel imprimé 2042, de reprendre l'ensemble de la déclaration et non pas seulement les infos qui sont erronées, et puis d'y indiquer à la main sur la première page déclaration rectificative annule et remplace. Vous avez jusqu'à la date limite de recouvrement. En revanche, si vous aviez déclaré sur Internet, vous bénéficiez d'un délai plus long. Vous avez jusqu'au 18 décembre prochain. Pour cela, rendez-vous sur votre espace personnel, muni de votre numéro de télédéclarant et de votre mot de passe. Et puis, si vous êtes hors délai, tout n'est pas perdu puisque vous avez jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit le recouvrement, donc le 31 décembre 2020, pour contester. Allez, on poursuit ce journal avec cette bonne nouvelle. On bénéficie désormais d'un droit à l'erreur, Émilie. Et oui, alors ce droit, il vient d'être introduit par la loi pour un État au service d'une société de confiance, publiée au journal officiel en août dernier. Alors concrètement, ceux qui méconnaissent involontairement une règle pour la première fois ne seront plus sanctionnés. Il peut s'agir par exemple de l'oubli d'une pièce justificative ou encore d'une erreur dans une info que l'on communique. Alors attention, ce droit il ne s'applique pas pour les récidivistes, il ne s'applique pas non plus lorsqu'il y a atteinte à la santé publique ou à la sécurité des personnes et des biens. Idem en matière d'impôt, les erreurs restent sanctionnées même au premier manquement, mais l'administration pourra réduire les intérêts de retard de 30% si elle estime que vous étiez de bonne foi. Elle pourra même les réduire de moitié si l'initiative vient de vous. On le sait, le mois de juillet est réputé favorable à la collecte en assurance vie. Eh bien, juillet 2018 ne fait pas exception. Et oui, les chiffres publiés par la Fédération française de l'assurance confirment cette tendance. Alors, la collecte nette, les cotisations moins les prestations, a atteint 3 milliards d'euros en juillet. C'est un record depuis janvier 2016. On l'explique par un effet saisonnier. Il faut savoir qu'à cette période, les salariés reçoivent des primes qu'ils reversent ensuite sur leur contrat d'assurance vie. Mais d'une manière générale, on peut dire que l'assurance vie connaît depuis janvier un nouveau souffle avec 15,3 milliards d'euros collectés, soit 10,5 milliards d'euros de plus que l'année dernière à la même période. Alors en 2017, la collecte avait notamment pâti des inquiétudes autour d'un éventuel Frexit et puis autour de la loi Sapin 2 qui prévoyait de restreindre des rachats en cas de menace sur le système financier. Finalement, l'élection d'Emmanuel Macron et la loi Pacte qui prévoit de dynamiser l'épargne semblent avoir redonné de la vigueur à l'assurance vie. On termine ce journal par un nouvel outil qui se met en place pour traquer les automobilistes qui roulent sans assurance. Il s'agit du fichier des véhicules assurés, le FVA, qui a été mis en place par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle et qui sera effectif dès 2019. Concrètement, le FVA répertorie tous les véhicules qui sont assurés en France. Du coup, policiers et gendarmes sauront tout de suite si le véhicule qu'ils sont en train de contrôler est assuré ou pas. Il faut savoir qu'en France, 700 000 personnes rouleraient sans assurance, un fléau qui a coûté la vie à 235 personnes en 2016. Et les pouvoirs publics ne comptent pas s'arrêter là, puisqu'à terme, les forces de l'ordre pourront détecter les véhicules non assurés grâce à des lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation. Merci Émilie pour ce journal. David. Allez, cette question à présent, l'inflation fait-elle son grand retour en France?
Et si oui, quel impact sur vos placements? On en parle avec vous Nadine, bonjour. Bonjour Denis. Alors on a tous eu ce chiffre pendant les vacances qui a pu nous surprendre un petit peu, le chiffre de l'inflation, le chiffre de l'INSEE, tout ça est à prendre très au sérieux. 2,3% d'inflation cet été. Vous me direz, on l'a tous senti quand on a fait son plein ou quand on a acheté des fruits et légumes. La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est un pic? Est-ce que c'est vraiment l'inflation, la grande inflation qui fait son retour? Parce qu'on le verra après, ça a un impact sur nos placements. Bien sûr. On peut dire alors que c'est plutôt un pic, hein, c'est très conjoncturel. Il y a deux raisons à cela. La hausse du prix de l'énergie, vous avez parlé du prix à la pompe. Effectivement, ça a pas mal progressé ces derniers mois. Et puis les taxes, parce que quelque part, le gouvernement a renforcé les taxes. Donc on a un phénomène qui, à notre sens, est très isolé, parce que lorsqu'on regarde les indices d'inflation, qui sont ce qu'on appelle les corps, c'est-à-dire ceux qui sont hors énergie, hors alimentation, on se retrouve avec un... Quand on enlève tout ce qui monte très vite, en termes de prix. Exactement, tout ce qui est, on peut dire, conjoncturel et pas structurel, on a une inflation qui est autour de 1,1%. Donc en fait, on n'a pas d'inflation. De plus, quand on regarde les autres pays européens autour de nous, on n'a pas vu ce pic-là. Donc à mon sens, c'est vraiment un problème très conjoncturel. Il n'y a pas, pour l'instant, de reprise de l'inflation de façon notable en zone euro. Voilà, on va dire qu'il y a une forme de normalisation de l'inflation après des années, il n'y en avait quasiment pas. Et la question qu'on se pose, c'est de savoir si ce surcroît d'inflation, même si un tout petit peu, à 1% quand on a effectivement les matières premières et l'alimentation, est-ce que c'est bon ou pas pour les placements, pour les actions, pour les obligations? Comment ça se passe? Alors, c'est plutôt bon pour les actions, hein, puisque ça permet aux entreprises de s'endetter sur des niveaux de taux relativement bas. Donc, ça leur permet d'augmenter leur capacité, on va dire, d'exploitation et de moderniser un petit peu leur appareil productif. Donc, c'est plutôt bon pour les entreprises. C'est pas forcément très bon pour l'épargnant, hein, puisque vous savez très bien comme moi que les différents placements que l'on peut envisager, que ce soit au niveau des obligations, que ce soit même au niveau des livrets, on a des taux qui sont historiquement bas et qui, à mon sens, ne vont pas remonter très rapidement. Ouais, donc pour celles et ceux qui ont des obligations, pour le coup, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, ce retour de l'inflation. Si les taux d'intérêt remontent, effectivement, il faut expliquer, ça ne va pas être compliqué, mais l'obligation, ça varie dans l'autre sens par rapport… Par rapport au taux d'intérêt, voilà. Tout à fait. Hein. Donc quand le taux d'intérêt monte, le prix de l'obligation baisse, et exactement le contraire, lorsqu'effectivement les taux d'intérêt baissent, le prix de l'obligation monte. Et on a connu depuis 30 ans une baisse significative des taux d'intérêt qui ont fait monter et s'apprécier le cours des obligations. Mais je pense que ce mouvement d'appréciation, il est derrière nous. Et ça, c'est le véritable challenge pour les placements de demain. Ouais. Et le placement, on peut dire, on finit là-dessus, qui est le meilleur rempart contre l'inflation? On sait si, sur longue période, encore une fois, c'est plutôt les actions qu'il faut avoir quand il y a de l'inflation, plutôt des obligations? C'est toujours pareil. D'où vient l'inflation? Est-ce que c'est une inflation qui vient, on va dire, de façon des prix des matières premières, de l'alimentation, ce qui est le cas actuellement? On peut dire que ce n'est pas forcément très mauvais pour les actions. Si c'est vraiment une inflation qui vient de la hausse des salaires, là, on a un véritable problème et une véritable inquiétude qu'on peut avoir sur les marchés actions. Donc, on va dire actuellement, la situation dans laquelle on est plutôt favorable aux actions, mais on doit monitorer. Et on le voit aux États-Unis, hein, qui commence à y avoir un petit peu une hausse salariale avec cette baisse du chômage. Je pense qu'on n'en est pas du tout là en Europe, ni en France. Mais quelque part, on voit que cette inflation-là, elle peut, à terme, affecter les résultats des entreprises qui vont avoir une augmentation de leur salaire, de certains coûts induits de leur business. Merci Nadine. Je vous en prie. Dans CQFD, on parle maintenant du prélèvement à la source. C'est confirmé, l'impôt sur le revenu sera bien prélevé par votre employeur dès le mois de janvier prochain. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, on va parler évidemment des crédits d'impôt parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites récemment. Ce gros chèque, on va le voir que les contribuables vont recevoir dès le mois de janvier prochain. Mais rappelez aussi quand même les 2-3 points forts de cette réforme. 38 millions de foyers sont concernés. On rappelle qu'évidemment, ça ne change rien, il faut le rappeler quand même, ça ne change rien au montant de l'impôt qu'on va payer. Tout à fait. Aucun changement sur le montant de l'impôt à payer. Le prélèvement à la source, c'est vraiment une répartition de l'impôt qui est différente. Ce sont des modalités de paiement qui sont différentes. Ouais. Et à ceux qui croient qu'il n'y aura plus de déclaration de revenus, il y aura toujours une déclaration de revenus. On aura toujours ces échéances au mois de mai-juin pour déclarer en ligne nos revenus de l'année précédente. Ouais, revenus fonciers, revenus des salaires, valeurs mobilières. Aucun changement sur les modalités de déclaration ni sur le montant de l'impôt à payer. Gros avantage de l'impôt à la source, il faut le rappeler, pour ceux qui voient leurs revenus chuter d'une année sur l'autre, pour eux, il y a du mieux. Hein. Ça va être en fait un des points positifs du prélèvement à la source, ça va être de pouvoir s'adapter et adapter le montant de l'impôt que l'on paye au fur et à mesure, et effectivement donc de prendre en compte de manière plus rapide les variations de revenus. Ça va être quand même assez encadré et on ne pourra pas faire ce qu'on voudra.
Bon, on parle maintenant des crédits d'impôt, Marie, parce que 8 millions de Français sont concernés par des réductions d'impôts, des crédits d'impôt avec les aides à domicile, l'investissement immobilier locatif ou autre. Et il se trouve que, c'est très récent, le gouvernement fait un geste en leur faveur. Pendant très longtemps, il y avait cette peur de devoir faire une avance de trésorerie à l'État. Et bien, il y a un petit coup de pouce, même un gros coup de pouce, on peut dire. Un gros coup de pouce, un gros point positif. Dans la première version, en fait, le montant de l'impôt à payer dès le début du mois de janvier allait être sur le montant de l'impôt brut, donc avant la déduction de ces réductions et crédits d'impôt. Ça impliquait une avance de trésorerie très conséquente et un remboursement sur les 4 derniers mois de l'année. Ouais. Ça, c'est fini. Le gouvernement est revenu dessus et va rembourser dès janvier 60% du montant des réductions et des crédits d'impôt. Alors, toutes les réductions et crédits d'impôt ne sont pas visés. On va en parler, c'est important parce que c'est-à-dire que tous les mois, en fait, l'employeur va prélever l'impôt à la source, l'impôt sur le revenu, sans prendre en compte toutes les dépenses qui ouvrent droit à des réductions des crédits d'impôt. Et donc, il y avait ce risque qu'on soit plus prélevé chaque mois. Tout à fait, et qu'il y a une régularisation en fin d'année. Donc, c'était une avance de trésorerie énorme. Voilà. Et donc là, pour le coup, donc 60%, donc remboursement à compte, gros chèque, on l'appelle comme on veut, 60% donc du crédit d'impôt, calculé en fait sur les dépenses qui sont engagées, si je ne me trompe pas, en 2017. Tout à fait. C'est là un petit peu la difficulté, forcément, il y en a une. Mais voilà, des dépenses que j'aurais initiées en 2018, par exemple, j'emploie pour la première fois une nounou à domicile en 2018. En janvier 2019, on ne me remboursera rien parce qu'en 2017, je n'avais pas cette réduction d'impôt-là. Ouais. Quelles sont justement les dépenses qui sont éligibles, qu'on rentre un peu dans le détail? 2 secondes, mais c'est important. Donc, les frais de garde des jeunes enfants, l'emploi d'un salarié à domicile, les frais pour accueil en établissement EHPAD. Et là, nouvellement, le gouvernement a intégré les investissements Pinel, Duflot, Cellier. Ouais. Les dons aux associations aussi. Les dons également. Exactement. Et par contre, la rénovation énergétique, le fameux crédit d'impôt, quand on veut verdir sont exclus, les investissements au capital de PME également, le Malraux est exclu. Bon, donc c'est un vrai coup de pouce. Donc il n'y aura aucun perdant trésorerie, sauf dans certains cas quand même. On l'a vu là. Ouais, dans certains cas, il y aura une difficulté de trésorerie qu'il va falloir anticiper. C'est toute la nouveauté aussi du prélèvement à la source, c'est que d'un point de vue trésorerie, il va y avoir des ajustements et il va falloir s'habituer à un nouveau système. Bon, un dernier mot comme c'est important, c'est aussi dans l'actualité du prélèvement à la source. Le taux du prélèvement, d'ici au 15 septembre, il faut choisir le taux qui sera appliqué donc, dès le mois de janvier par son employeur. Il y a un taux qui est proposé d'office, est-ce qu'il faut le choisir? Il y a 3 taux, hein. Il y a le taux d'office qui est le taux normal. Le taux normal, personnalisé, c'est comme ça qu'on l'appelle, non? Oui, alors en plus ils ont différents noms. Oui, il faut s'y retrouver. Hein. En fait, c'est le taux du foyer. C'est le taux du foyer, c'est le taux qui va s'appliquer automatiquement si on ne fait rien, si on ne choisit pas un autre taux. Dans tous les cas, les taux prennent en compte les revenus et la situation familiale, mais le taux normal, c'est vraiment le taux automatique. 2 autres possibilités. Avant de venir aux 2 autres, donc c'est un taux moyen qui prend en compte les salaires de monsieur et de madame en théorie. Et qui s'appliquera aux 2 contribuables. Voilà. L'inconvénient, c'est que l'employeur peut avoir une petite idée quand même de la situation financière de son salarié, indirectement, ici. Oui. Un bémol toutefois, parce qu'un même taux peut vraiment référer plusieurs situations. Si je vous donne un exemple, un foyer dans lequel monsieur et madame gagnent 2 000 et 3 000 euros respectivement par mois, ils ont un enfant, leur taux d'imposition il sera à peu près de 7%. Un célibataire qui gagne 2 000 euros par mois, son taux d'imposition sera de 7% aussi. Donc pour l'employeur ne saura jamais quel est le type de taux qu'il va devoir appliquer. Il ne saura pas s'il s'agit du taux normal, du taux individualisé ou du taux personnalisé, ou du taux neutre, pardon. Donc, Ok, et donc ça c'est le taux d'office. Après, il y a ce qu'on appelle le taux individualisé pour mieux répartir l'impôt sur le revenu en fonction de monsieur, madame. C'est ça en fait l'idée. C'est ça, et ça c'est une vraie nouveauté, un vrai point positif par rapport du prélèvement à la source. C'était pas possible d'ajuster vraiment et d'individualiser dans le système précédent. Et là, l'idée, pour que celui en fait qui gagne le moins paye moins d'impôts. Voilà, qu'ils ne disent pas finalement je travaille tous les mois, qu'il ne reste pas grand-chose parce que je paye une partie en fait de l'impôt de monsieur ou de madame. Tout à fait. Encore une fois, ça ne changera rien sur le montant global de l'impôt à payer sur l'année, mais c'est vraiment une répartition différente entre les 2 époux. Bon, il reste le taux neutre, le taux pour une totale confidentialité. Vous en pensez quoi? Quel sera ce taux? Parce qu'on dit c'est un taux neutre, mais c'est lequel? Et puis, il faut expliquer qu'il y a un taux neutre, mais il y aura un rattrapage derrière. Évidemment, il y a ce qu'on appelle une régularisation. Évidemment. Tout à fait. Le taux neutre, c'est un taux proportionnel. Il y a des grilles en fait, de salaire qui ont été publiées. Et par exemple, si je gagne 3 000 euros par mois, mon taux neutre, c'est 12%. Voilà, et donc c'est ce taux de 12% qui sera communiqué à mon employeur si je demande à ce que le taux neutre me soit appliqué. Maintenant, il ne faut pas y voir ici un effet d'aubaine pour garder de la trésorerie et payer le surplus d'impôt en fin d'année. Si mon taux réel d'imposition il est de 16% et que mon taux neutre il est de 12%,
tous les mois, mon employeur va me prélever 12, mais le 4 points de différence, il va falloir moi que je le paye de mon côté tous les mois. Voilà. Donc, il n'y a pas d'optimisation possible il y aura un rattrapage. À ce niveau-là. Qui a intérêt, on finit là-dessus, à utiliser le taux neutre et quel est le taux le plus adapté? C'est en fonction de chacun ou C'est en fonction de chacun. Le taux neutre, il faut avoir en tête que voilà, il y a cette régularisation mensuelle à faire et donc tous les mois, il va falloir faire un ordre de paiement au profit de l'administration fiscale. Ouais. Ça peut être un peu lourd en pratique. C'est le prix de la confidentialité. C'est le prix de la confidentialité. Voilà. Après, les taux individualisés, ça peut être vraiment une bonne option pour les couples avec de fortes variations de revenus entre eux. Voilà. Encore une fois, l'employeur ne sait pas quel est le taux qui est appliqué, n'a pas connaissance du taux. Ouais. Merci pour ces explications. Merci Marie. De rien. Bye. Merci. Allez, on parle immobilier à présent dans CQFD avec ce chiffre 2,4 milliards d'euros. C'est la collecte générée par la Pierre Papier. Alors, on va le voir, hein, les SCPI qui ont toujours la cote en cette rentrée. Bonjour Grégory. Bonjour David. Alors, collecte excellente, voilà, j'ai dit, même si, être sincère, elle est un peu en retrait par rapport à 2017, qui était une année absolument exceptionnelle, mais ça reste quand même très fort. Très bonne année en 2018, très bon premier semestre pour les SCPI. Effectivement, une collecte en léger retrait par rapport à l'année 2017 avec plus de 6 milliards d'euros. C'était le record absolu en matière de SCPI. Ma conviction, en 2018, nous reviendrons au niveau de 2016, qui était déjà une excellente année. L'engouement, évidemment, c'est la performance. C'est vrai que quand on regarde les chiffres, il y a de très bonnes performances. Encore quasiment, alors c'est une moyenne, hein, on parle de 4,5% attendu en moyenne cette année en 2018. Alors, je vous le confirme, même si c'est un scoop. Toutes les SCPI ne se valent pas, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais on voit que le taux de distribution des SCPI devra encore être à un niveau relativement élevé, 4,5%. La vraie question, c'est quelle sera l'évolution de la valeur du patrimoine et donc du capital des épargnants. Oui, parce qu'on a oublié comme essentiel, et évidemment, on veut larguer personne, la SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, Pierre Papier, ça on l'a dit, en fait on achète des parts d'un fonds d'investissement immobilier, d'un portefeuille avec plein d'immobilier, souvent d'ailleurs de l'immobilier professionnel, des bureaux, des commerces, et c'est un parc immobilier qui génère des loyers qui sont versés chaque année. J'ai résumé grossièrement, mais c'est un peu ça l'idée. C'est ça, alors moi j'ai coutume de dire, c'est une solution simple pour investir votre épargne à partir de quelques centaines d'euros dans un patrimoine immobilier, souvent de rendement, auquel les particuliers n'ont pas accès, l'immobilier de bureau, l'immobilier de commerce, l'immobilier de santé, avec un gérant auquel on délègue la gestion et qui par ailleurs est à la fois certifié par l'autorité des marchés financiers et vous produira un reporting régulier. Ouais. Je reviens parce que la performance c'est évidemment souvent l'alpha et l'oméga. Ça verse encore plus de 6%, encore une fois, certaines versent encore 6% chaque année, et 6% chiffre clé, mais c'est la moyenne sur 10 ans de ce qu'ont versé les CPI, enfin ça reste quand même énorme. Alors facialement, parce qu'après il y a la question des impôts, il faudra qu'on en parle d'ailleurs aussi de ça. Il y a un vrai engouement des épargnants, mais qu'ils soient particuliers d'ailleurs ou institutionnels, qui ne se dément pas pour l'immobilier en général et les SCPI en particulier. Ouais. Pourquoi? Un environnement de taux extrêmement bas, qui font que les produits de type livret A, plan d'épargne logement ont un peu moins de rémunération pour les épargnants. Nous, on constate une aversion au risque pour certains de nos clients et donc on regarde un petit peu moins tout ce qui se passe sur la partie action et avec des rémunérations supérieures à 4%, un bon couple rendement, risque, volatilité. Ouais. Avec cette idée qu'effectivement, il y a le rendement chaque année qui est très bien, même si après on parlera de la question des impôts. Après, il y a aussi la question de la valeur de la part. Les prix de l'immobilier, on entend partout ils sont élevés. Aujourd'hui, dans quoi est-ce que la collecte va s'investir? On dit souvent de plus en plus à l'étranger. Il faut faire attention de ne pas surpayer parce que même s'il y a du rendement derrière, et puis quand on paye cher, on a moins de rendement. Et puis après, il ne faut pas faire non plus une moins-value sur la valeur de la part. Alors moi, j'ai envie de vous dire que là, on vient de parler de la SCPI. Ouais. Et les SCPI ont des qualités juridiques et réglementaires. Mais il faut après regarder le gérant et ses convictions. Et là, tout ne se vaut pas. Ouais. Pendant très longtemps, les SCPI ont investi principalement sur le bureau. Elles ont bénéficié du toboggan de la compression des taux. Nous-mêmes, on a une SCPI doublement milliardaire qui a acheté Cœur Défense, par exemple, le plus gros actif de bureau européen. On a une société en santé qui investit sur des EHPAD et on vient de créer un produit qui investit sur le résidentiel.
Ma conviction, notre conviction pour les équipes de Primonial REIM, c'est qu'il faut être de plus en plus sélectif sur l'immobilier de bureaux. Les taux sont quand même relativement bas. Nous, on essaye de trouver des opportunités d'investissement. De ne pas surpayer, c'est ça, de ne pas surpayer. Et ne pas surpayer. Enfin, ne pas surpayer aujourd'hui, il y a une rémunération du risque qui fait qu'on ne surpaye pas aujourd'hui. Mais on peut aller en diversification sur des classes d'actifs sur lesquelles on a des convictions. C'est la santé. Et vous le disiez, en France, le terrain de jeu est un peu limité, donc on peut regarder à l'étranger. En Allemagne, j'ai vu ça, non? Alors oui, mais moi j'ai coutume de dire, il ne faut pas aller à l'étranger pour afficher une internationalisation de sa SCPI. Il faut aller à l'étranger si on trouve une profondeur de marché ou un meilleur coût rendement risque. Et pour nous, pour la santé, c'est l'Allemagne qui semble être le pays qui se dégage aujourd'hui. Ouais, Grégory, le rendement moyen, on l'a dit, il a attendu pour 2018 autour de 4,5%. Il y a une grande disparité, il y a à boire et à manger. Hein. Il y en a qui font beaucoup mieux, d'autres qui font beaucoup moins bien. Ça, il faut l'expliquer aussi. Hein. Alors, moi, je critiquerais jamais. Mais c'est une réalité, c'est une réalité. Ça. Alors, dites-vous bien que le rendement, c'est la rémunération d'un risque. Ouais, toujours. Voilà, c'est le b.a.-ba. Ce qu'on apprend à l'école. Si vous allez sur une SCPI qui surperforme à court terme en termes de rendement, c'est que possiblement, vous aurez un risque plus tard. Moi, plus tard sur l'éventuelle plus-value qui sera peut-être moins… Sur la plus-value ou même sur la pérennité du rendement. Moi, j'ai une conviction sur l'immobilier, elle est très simple et je vais vous donner la marque de fabrique Primonial REIM. Un quartier tertiaire établi, un immeuble efficient sur son utilisation, ce qui permettra le jour où le locataire bouge de retrouver un nouveau locataire. Ouais. Si vous faites un deal purement cash flow, en allant chercher sur un actif pas très bien localisé, un immeuble dont l'efficience ou la pérennité à terme peut poser problème, vous aurez pendant 9 ans la durée du bail un bon rendement, mais à terme, que se passera-t-il? Nous investissons Paris, première couronne parisienne, sur des immeubles au goût du jour. C'est notre chance parce que nous sommes de constitution récente. Ouais. On finit juste sur un point qui est important. On parle de rendement élevé, mais tout ça, c'est avant impôt. C'est peut-être le gros défaut des SCPI de se dire que derrière, fiscalement, c'est matraqué. Alors David, vous n'avez pas tort. Pour autant, il peut faire de la politique, lui. Hein. Pour aller sélectionner votre SCPI, interviewez le gérant, mais également appuyez-vous toujours sur votre conseiller en gestion de patrimoine. Ouais. Ce que vous dites est vrai sur une alternative à un investissement en direct, où là, il y a une partie confiscatoire par la fiscalité des revenus fonciers, mais qui peut être gommée si vous investissez au travers de vos parts en ayant recours à l'emprunt. Emprunts qui sont aujourd'hui faciles d'accès, historiquement bas, les parts de SCPI se financent bien. Mais la SCPI se prête aussi à merveille à tous les montages patrimoniaux. Vous pourrez investir en unité de compte dans votre contrat d'assurance vie. Comme ça, évidemment, la fiscalité est différente. Ouais. Vous pourrez investir en démembrement de propriété, nue propriété ou usufruit de part de SCPI. Et même, vous pourrez investir sur des fonds en euros. Tout ça, on l'expliquera dans de futures émissions CQFD. Bien sûr. Hein, une pierre à l'édifice avec Grégory Frappet. Merci. Merci David. Voilà, c'est la fin donc de ce premier numéro de CQFD. Merci à vous d'avoir été avec nous et rendez-vous le mois prochain.